Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euroquestions, la série court de webinaire de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Pochet, conseiller en affaires sociales à l'Institut Jacques Delors. Il y a presque 40 ans, le 31 janvier 1985, Jacques Delors, un mois après son arrivée à la présidence de la Commission européenne, convoquait les partenaires sociaux européens au sommet de Val-Duchesse pour lancer le dialogue social européen. Après une première phase prometteuse, le dialogue social au niveau européen s'est rapidement essoufflé et ses résultats sont aujourd'hui décevants. En janvier 2024, Ursula von der Leyen a réaffirmé l'engagement des institutions européennes à renforcer le dialogue social pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels fait face l'Union européenne. Le dialogue entre syndicats et patronat est aujourd'hui crucial pour trouver ensemble des réponses aux défis sociaux posés par la transition verte, numérique et démographique. Dans ce contexte, quelle relance est aujourd'hui possible pour l'Europe sociale? Sans plus attendre, Monsieur Pochet, je vous laisse la parole. Oui, merci. Je vais essayer de façon très brève de donner une sorte d'aperçu en trois phases de ce qui a été le dialogue social jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez dit que les résultats sont relativement décevants. Et puis, réfléchir sur quelques pistes pour le futur. Mais on peut faire les pistes sur le futur que si on a bien compris où était le problème. Et donc, c'est l'objectif. On a trois grandes périodes. On a la première période depuis, comme vous l'avez dit, le lancement par Jacques Delors du dialogue social à Val-Duchesse, 85 jusqu'à 92. On a la deuxième période, donc ça c'est la naissance du dialogue social. La deuxième période, c'est 93-2010, c'est la maturité, c'est là où il va se passer l'essentiel des textes qui vont être adoptés au niveau interprofessionnel et sectoriel. Et puis 2010-2025, c'est le déclin. Alors le déclin, c'est quand même 15 ans. Donc on a un problème depuis 15 ans. Depuis 15 ans, le problème est là et il faut bien en comprendre les causes. Alors, quel est le départ de l'histoire? Mais le départ de l'histoire, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. À partir d'une première réunion, on a l'acte unique, puis on a le traité de Maastricht, et on a cette nouveauté radicale que les partenaires sociaux européens vont être des co-législateurs, vont avoir cette capacité de faire de la législation et de pouvoir la rendre contraignante par le biais d'une directive si c'est la décision du Conseil. Donc ça, c'est l'élément central et c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est ce qui est unique dans le dialogue social, c'est ces capacités d'acteurs non étatiques de faire des lois, des directives au niveau européen. Mais en même temps, il faut bien le reconnaître, et il y a les histoires de cette période, de cette première période, et pour le moment, il y a toute une recherche qui se fait plus approfondie encore par des juristes et des historiens sur la période de Maastricht, mais c'est un peu du bricolage. C'est-à-dire, finalement, le dialogue social tel qu'il va se retrouver dans le traité, c'est plus ou moins le système belge ou français, avec une variante plutôt nordique possible, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui a été réfléchi très à fond par les acteurs. Donc ça, c'est important et je reviendrai dans ma conclusion sur ce point-là. Deuxième élément qui va être important, ça va être une construction d'acteurs. Et je pense que ça, c'est un point qu'on ne souligne pas souvent. S'il n'y avait pas le dialogue social, les syndicats et le patronat seraient un lobby comme il y a d'autres lobbies au niveau européen. Ils sont un lobby, mais le dialogue social leur donne un statut qui est différent et donc les a obligés à se construire comme acteurs parce que ce n'était pas simplement faire des déclarations pour ou contre ce que faisait la Commission, mais c'était de prendre ses responsabilités et d'essayer de négocier. Donc, ça nécessite toute une série de règles. Donc, cette période-là va donner lieu à la naissance. La deuxième période, c'est la mise en œuvre. 93, 12, 13, 2007, c'est la voie législative. Il y a trois directives qui sortent, trois textes qui vont se transformer en directives. Il va avoir dans une deuxième phase des acteurs, on va dire, autonomes sur des sujets comme le stress, le télétravail, la violence. Et on va avoir la montée des secteurs.
Hein, donc, secteur, quand on parle de dialogue social européen, on parle finalement assez peu des secteurs. Il y a 44 secteurs qui ont aussi leur mini-dialogue social et qui vont, à partir de la fin des années 90, se structurer de plus en plus et adopter toute une série de textes importants, parfois plus importants que ce qui se passait au niveau interprofessionnel. Donc, cette période-là, c'est la période, généralement, l'âge d'or du dialogue social. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir des années 2010? Ben, je veux dire, au niveau interprofessionnel, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Enfin, très peu. Si j'avais beaucoup plus de temps, on pourrait aller dans les détails, mais c'est tellement anecdotique qu'il ne se passe plus rien. Donc là, il y a une sorte de néant, malgré des tentatives qui ont déjà lieu sous la commission Juncker de relancer le dialogue social. Au niveau sectoriel, il y a toujours des activités, mais l'idée que les secteurs pourraient avoir des accords qui vont devenir contraignants est remise à mal par la commission, hein, dans le cas de la coiffure, et dans le cas des services publics sur l'information, consultation dans les services publics. Finalement, qu'est-ce que dit la Commission, poussée par certains États membres? Elle dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit légiférer sur des choses aussi pointues, sectorielles, que la coiffure, que le secteur public? Il y a moyen de faire ça autrement. Mais le cœur du dialogue social, tel qu'il était prévu dans les traités, c'est qu'il y a aussi cette possibilité législative. Et le point ici important, c'est ce qu'on voit maintenant dans l'agenda de régulation, des régulations qui est celui de la commission actuelle, c'est finalement, on ne va pas légiférer sur des choses qui sont considérées comme trop petites. Alors, on a les années Barroso, clairement, ce n'est pas des années qui sont pro-dialogue social, c'est des dérégulations au niveau national, c'est la mise en cause des syndicats dans de nombreux pays. Mais dès Juncker, dès qu'il revient à la présidence de la Commission européenne, il relance le dialogue social. Et c'est pour ça aussi, c'est parfois on a la mémoire un peu courte, il se passe plein de choses maintenant. En tout cas les 2 dernières années, mais c'est à peu près la même chose qui se passait il y a 8-9 ans. Et il y a 8-9 ans, ça n'a pas marché puisqu'on doit recommencer maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a eu une communication de la Commission, une recommandation du Conseil, un sommet de Val-Duchesse, et donc c'est toute cette effervescence de dire il faut faire quelque chose. Mais de facto, si on fait le bilan, un bilan net, il ne se passe rien. On doit faire quelque chose en discours depuis 15 ans, mais il ne se passe rien. Alors, pour ne pas être trop pessimiste, il y a quand même des succès. Il y a des succès durant la période Covid. Il y a eu beaucoup d'accords sectoriels sur le Covid. Il y a un papier de mon collègue Christophe de Gries à l'Institut syndical qui a répertorié tout ce qui avait été fait, qui a aidé quand même de prendre des mesures dans certains secteurs. Il y a un changement qui est important, c'est que le rôle des syndicats est considéré de façon relativement ou radicalement différente qu'il y a 10-15 ans, puisque au lieu d'être une sorte de brontosaure bureaucratique, ils deviennent finalement un réducteur d'inégalités, inégalité qui est un des problèmes majeurs dans nos sociétés. Donc, dans ceci, les syndicats ont une meilleure image, certainement, dans les institutions internationales, la Commission, l'OCDE, etc., FMI. Et la même chose pour la négociation collective. Il est reconnu que la négociation collective, donc au niveau européen, le dialogue social, même si ce n'est pas exactement la même chose, doit se faire à tous les niveaux et qu'il faut essayer de le renforcer. C'est la fameuse aussi directive sur le salaire minimum, mais aussi d'espérer que les travailleurs travailleuses seront couverts à 80% par la négociation collective. Donc, on a une période un peu assez intéressante, c'est que structurellement, il y a un problème, et conjoncturellement, il y a une sorte de fenêtre d'opportunité. Alors, vous pouvez me dire, OK, mais c'est bien beau cette fenêtre d'opportunité, mais ce qu'on voit, c'est que quand même, c'est une commission de droite, un parlement de droite, un conseil de droite. Est-ce que ceci ne risque pas
de tuer dans l'œuf toute relance du dialogue social. Je dirais là, oui et non. Il y a un risque, c'est très clair. On l'a vu avec l'extrême droite qui clairement ne veut pas d'un renforcement du dialogue social. Mais ce n'est pas sûr que s'il y a une majorité de droite, il n'y ait pas une possibilité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le dialogue social ou les négociations entre employeurs et syndicats, c'est une négociation, c'est un échange. Donc, je veux dire, si vous avez quelque chose à échanger, vous pouvez négocier. Si vous n'avez rien à échanger, vous ne savez pas, un des partenaires ne peut pas échanger, donc vous ne savez pas négocier. Et donc, il peut se trouver, on pourrait trouver des échanges possibles pour le futur. Alors, je pars à la troisième partie de mon exposé. Quelles pourraient être les solutions et les perspectives? Je pense qu'un premier point est de revenir à l'analyse du traité, des objectifs qui étaient ceux de Jacques Delors, qui étaient ceux qui ont négocié l'accord à Maastricht entre employeurs et syndicats, et de réfléchir en disant comment est-ce qu'on peut finalement articuler ces négociations. Comme j'ai dit, il y a 44 secteurs, mais si ces secteurs ne peuvent pas avoir de la législation, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ou bien il faut reconnaître qu'il va y avoir des secteurs qui vont pouvoir avoir des textes transformés en quelque chose de contraignant, une directive, mais comment est-ce que ça pourrait se faire? Donc, comment on fait un ordre dans lequel on s'adresse fondamentalement à la question. On a eu du bricolage qui était un objectif au départ, qui s'est transformé dans les articles de traité en droit. Comment est-ce que, en regardant les objectifs, on pourrait soit les interpréter, les articles de traité, soit changer le traité, mais ça, il y a peu de chances que ça arrive. Mais si on ne le fait pas, on va être toujours dans la même situation. La commission, disons, en secteur, ce n'est pas suffisamment important pour que je prenne une directive, et Business Europe n'étant pas intéressé par négocier des accords au niveau européen. Alors, sur les sujets du futur, où est-ce qu'on peut avancer? Et je pense que vous avez cité la démographie, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies et le changement climatique. Je pense que là, on peut avoir un agenda pour le futur qui soit articulé de la façon suivante. Il y a un élément qui est consensuel, c'est les questions démographiques. Bon, on ne sait rien faire, les syndicats et employeurs, pour avoir plus d'enfants, ça c'est un autre problème, mais sur la force de travail, donc c'est ce qu'on voit, l'élément consensuel, c'est autour de la qualité du travail. Il va y avoir un taux d'emploi qui va augmenter, mais un nombre d'emplois qui va diminuer de façon démographique. Donc là, il y a quelque chose d'éminemment consensuel. Si on s'arrête à ça, on n'a pas fait grand-chose, mais c'est déjà un pas. Ceci dit, si on s'adresse à cette question-là, on doit adresser la question de la migration, qui est un sujet qu'on sait bien qui n'est absolument pas consensuel, mais il y a des pénuries de main-d'œuvre extrêmement claires, et sans migration, il ne va pas avoir de miracle, notamment dans le secteur du bâtiment, qui est essentiel pour la transition énergétique. Donc, consensuel, avec un point d'interrogation sur la question migratoire, où ce serait évidemment extrêmement bien si les partenaires sociaux pouvaient s'entendre. Le deuxième sur l'intelligence artificielle, la robotisation, vous lisez comme moi le journal, on est là dans un monde qui bouge extrêmement rapidement, dans lequel il y a énormément d'inconnus. Donc, on ne peut pas régler les éléments fixés en termes de loi, mais on peut mettre des procédures. Donc, ce deuxième paquet est plutôt procédural. C'est-à-dire que finalement, dans l'incertitude, comment est-ce qu'on pense les liens machines, en mettant machine à intelligence artificielle dans les machines, et hommes, hein. On ne peut pas se faire licencier par un robot. On doit trouver, les données personnelles. Donc, quelles sont les procédures qu'on devrait suivre si, pour encadrer les progrès ou les innovations? Ce n'est pas très nouveau non plus. Négocier les innovations, ça a été quelque chose qui a été fait pendant des décennies dans de nombreux pays au niveau des entreprises et des secteurs. Le dernier, c'est la question substantielle, c'est le changement climatique. On change là, on va devoir changer
Que les personnes aiment ou n'aiment pas, c'est autre chose, mais on va devoir changer notre façon de consommer, de produire, et plus on attend, plus ça va être difficile. Donc là, ça va être des questions substantielles, ça va être quelque chose d'extrêmement compliqué. Et je pense qu'on pourrait avoir un test, et je termine par ça, un test sur dire, mais comment est-ce qu'on peut réfléchir une articulation. Il y a toute une discussion sur la transition juste, une demande d'avoir une directive sur la transition juste. On pourrait imaginer au niveau interprofessionnel une négociation sur des principes de transition juste qui seraient transformés en directive ou directement une directive, mais dans lequel on aurait prévu déjà que les différents secteurs pourraient adapter ça à la logique du secteur et donc d'avoir des sous-directives, finalement, une sorte de directive cadre avec des sous-directives ou des sous-accords au niveau sectoriel. Utopie, pas du tout. C'est exactement ce qui s'est passé avec le temps de travail. Le temps de travail, il y a une directive et il y a une série de secteurs dans lesquels, par exemple, dans la marine, qui sont des secteurs spécifiques qui ont adopté dans une négociation entre partenaires sociaux des secteurs. Donc, je pense que là, ce serait une façon, si on revient à ma question fondamentale, il faut voir quels étaient les objectifs du traité, comment, avec ce qu'on a appris, articuler ce qui s'est passé dans un sens positif. Là, c'est un chantier qui est un chantier qui est, à mon avis, en même temps réaliste et en même temps structurellement changeant la nature du dialogue social pour le futur. Voilà, je m'arrête là et j'attends vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Pochet. Je rappelle aux personnes qui nous suivent qu'ils peuvent utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran à droite. Moi, j'aurais une première question. Donc, aujourd'hui, la Commission européenne présentait son projet compétitivité et ça semble être le mot d'ordre de cette nouvelle Commission. Et donc, comment est-ce qu'on peut garder des normes sociales importantes et en même temps rester compétitif au niveau économique, d'après vous? Je veux dire, la compétitivité, il y a une phrase du rapport de Draghi qui était très claire, je veux dire, qui a dit la compétitivité ne se fait pas sur les salaires. Donc, je veux dire, Draghi n'est pas quelqu'un qui est connu pour être un homme de gauche ou un radical, mais c'est clair. Donc, ce n'est pas sur les salaires. Et la compétitivité se gagne sur une main-d'œuvre bien formée, une main-d'œuvre qui n'a pas d'accident de travail, qui a des conditions de travail qui font qu'il ne tombe pas malade, etc. Donc, je veux dire, de dire que la compétitivité doit être une régulation n'a, à mon avis, juste aucun sens, parce que on ne va pas avoir des règles qui descendent à un point qui va rejoindre les pays non régulés. Et c'est la force de l'Europe. Et les métiers du futur sont des métiers, on verra avec l'intelligence artificielle, mais ça va être des métiers de contact, des métiers d'échange, des métiers qui, si c'est géré correctement, le lien homme-machine, intelligence artificielle étant comprise, font qu'il y a des complémentarités et pas simplement un remplacement. Alors, je pense que c'est simplement de faire un effort. Certains ne vont pas faire d'efforts, ils vont dire la compétitivité, c'est la dérégulation sociale. Je pense qu'une vraie compétitivité européenne passe par une série de règles intelligentes, négociées, et c'est ça l'avantage du dialogue social, et c'est aussi l'absurdité de la Commission. Si le patronat du côté des salons de coiffure décide d'avoir un accord avec les syndicats, il sait ce qui nuit à leur compétitivité ou pas. Donc, je pense que c'est aussi une chance d'essayer d'avoir des accords au niveau européen. Ceci dit, il faut bien reconnaître que ce n'est pas naïf, il peut y avoir une toute autre voie et en retour aux années Barroso où la dérégulation est la solution à la crise. Merci. Peut-être une deuxième question. Donc, la commission von der Leyen 2 a commencé au 1er décembre dernier. Et quels sont les principaux objectifs de cette commission von der Leyen 2? Comment ces objectifs s'alignent-ils avec les besoins actuels du marché du travail, les objectifs sociaux? C'est ça qui est un peu difficile à lire, je veux dire, parce que vous regardez la commission, vous regardez quelles sont les compétences des différents commissaires.
et vous êtes un peu dans le brouillard de savoir qu'est-ce qui va se passer. On est d'autant plus dans le brouillard que les concurrents systémiques Chine et États-Unis sont en train de façon assez différente d'avoir un agenda international extrêmement complexe, certainement pour les Européens avec Trump. Donc, je pense que le problème de la commission von der Leyen, c'est que ne, ne, prenant pas le Green Deal, continuant un Green Deal social comme centre, il n'y a pas vraiment de projet. Un projet qu'on passe de compétitivité. Je veux dire, c'est un peu le problème quand on a travaillé sur les questions européennes depuis tellement longtemps. On revient à des choses qu'on a déjà dites il y a 40 ans. Il y a 92, 93, on avait un livre blanc, notamment de Jacques Delors, où il y a un des mots-clés était compétitivité. Donc, je pense que le problème ici est de savoir dans ce magma qui est les possibilités de la commission, est-ce que le court terme maintenant, compétitivité, euh, va être le centre ou est-ce qu'on va revenir sur un agenda dans lequel les choses évidentes, c'est-à-dire qu'on a besoin d'investissements massifs pour les transitions et que ces investissements ne vont pas se faire s'il n'y a pas aussi le secteur public, il doit y avoir évidemment le privé. Si ceci ne revient pas à l'agenda, ça va être relativement inquiétant. Mais moi, je dirais, les jeux sont ouverts. Ce que j'ai appris en suivant l'actualité européenne, c'est que finalement, à essayer de dire, mais voilà, ce qui se passe les 6 derniers mois, c'est ce qui va se passer pendant 10 ans, on se trompe quasi à chaque fois. Il y a, on va de surprise en surprise. Donc, moi, je suis sur ces points-là pas confiant, parce que il y a des choses inquiétantes, mais je ne pense pas que ça va être un agenda qui est tenable sur le long terme, ou le long terme sur le temps de la commission. Merci. Peut-être une question dans le prolongement sur ce que va faire la commission von der Leyen 2. Est-ce qu'elle prévoit de renforcer le socle européen des droits sociaux, notamment en ce qui concerne les travailleurs des plateformes et les salaires minimaux adéquats? Mais bon, c'est ce qui est marqué, c'est ce que la commissaire en charge des affaires sociales a dans son portfolio, qu'elle doit présenter une sorte d'actualisation du socle européen des droits sociaux. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Les deux, bon, il faut voir maintenant, comme vous savez, la question du salaire minimum est devant la Cour de justice, donc on verra un peu qu'est-ce qui va sortir de cet épisode-là. Mais clairement, sur les salaires minimaux, ce n'est pas tellement les salaires minimaux, ça a donné lieu à des augmentations salariales dans une série de pays, notamment dans les pays de l'Est, mais pardon, c'est surtout le renforcement de la négociation collective. Et là, ça se retrouve à arriver à 80%. Il y a plus de la moitié, les trois quarts des pays n'y sont pas. Donc, si ceci, même si ce n'est pas obligatoire, c'est du droit mou, c'est des incitations, il faut faire des rapports, mais ça veut dire aussi que ça pourrait aider à renforcer les acteurs. Donc, ce qui va se passer, on n'en sait rien, parce que ça va dépendre de rapports de force et de qu'est-ce qui va sortir. Mais je pense que sur un domaine dans lequel il y a aussi des éléments dans les portfolios des commissaires, notamment le français, c'est sur les marchés publics. Le marché public, c'est quand même 10-15 points du PIB, les rendre plus sociaux et plus environnementaux. Ils le sont en partie, mais d'aller un pas plus loin, est quelque chose qui pourrait changer là aussi, dans la réalité concrète, énormément de choses. Donc,
Ça me paraît un des points qui va être un peu le point test sur le social pour moi, puisque le travailleur de plateforme, il y a déjà une directive dont beaucoup dépend de la mise en œuvre au niveau national. Mais est-ce que tout ce qui est marché public va être renforcé et comment ça va être renforcé? C'est pas clair que ça sera, le social n'est pas mentionné dans les lettres de mission, mais ça, c'est un point pour moi central de juger ce qui va se passer. Merci. On a reçu une question d'un de nos internautes qui nous demande comment envisager les licenciements massifs potentiels à venir dans les industries, par exemple automobiles, et quel rôle pour les syndicats? Anticiper ces transformations et former les travailleurs sur de nouveaux postes, mais n'est-ce pas trop tard? Oui, moi, je veux dire, ouais, il y a sur la transition, il y a un fonds sur la transition juste, et on s'est concentré sur un sujet qui est certes important, mais en termes numériques n'est pas quelque chose d'important, c'est le charbon et les mineurs. Donc, je veux dire, pour le moment, c'est ça qui a été le centre. Les transformations qui vont être apportées, dans lesquelles on va voir certainement dans le secteur automobile des changements importants, je veux dire, n'ont pas reçu la même attention. Et là, c'est évidemment, ce n'est plus un secteur qui fait 1 million de personnes, je parle des mines au niveau européen au maximum, c'est avec les sous-traitants à peu près 8 millions de personnes. Donc là, on est vraiment dans le centre. Bon, l'élément qui va être décisif, c'est les négociations. Il y a déjà une directive européenne. Il y a eu un projet il y a presque 20 ans par Cercas, qui est un député espagnol, qui donnait plus de capacité de négocier les changements. Je pense que là aussi, c'est un des éléments qui est dans les programmes des syndicats, notamment Industrial Hall, qui couvre l'automobile, chimie, textile, etc. C'est de revenir finalement au principe d'avoir une anticipation du changement. Et là encore, mais c'est pour une autre question et un autre débat, ça dépend, l'automobile, ça dépend ce qui va être la mobilité du futur. Et ça va déterminer le nombre de travailleurs dans l'automobile. Si où on fait régulièrement, on fait le marché automobile, ça veut dire qu'on a tous les mêmes embouteillages en voiture électrique. Grosso modo, il n'y aura pas de licenciement massif dans l'industrie, peut-être dans les garages, parce que l'électrique est compensé par le nombre d'engins et de subtilité, de caméras, de puces qui doivent être montées. Mais si vous décidez qu'il faut avoir un autre type de mobilité, et que dans les villes, on doit beaucoup moins utiliser les voitures, donc on vend moins de voitures, alors effectivement, là, on a un changement structurel qui va être beaucoup plus important parce qu'on va devoir produire la moitié des voitures, on aura plus de trains, de vélos et d'autres moyens de locomotion. Donc, ça dépend un peu, effectivement, et c'est pour ça que je vous disais, le changement climatique est la question substantielle parce qu'effectivement, il y a différentes versions de qu'est-ce que la technologie peut faire pour le changement climatique. Selon vous croyez qu'elle peut faire beaucoup, il n'y aura pas énormément de changements, il y en aura. Si vous pensez, c'est quand même comme la majorité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, des chercheurs que ça va devoir faire des changements assez forts de nos modes de vie, évidemment, vous allez avoir des changements dans le monde du travail. Et ça revient à la question du temps de travail. Ça va revenir à la question du temps de travail. Et là, bon, c'est le sujet d'une autre conférence. Merci. Et peut-être une dernière question. Que pouvons-nous attendre du plan d'action pour la mise en œuvre du socle des droits sociaux européens de la Commission européenne qui doit être présenté cette année? Je pense que ce qu'on peut attendre, enfin, je vais être, au minima, c'est qu'il y a un plan d'action. Ce que les Belges ont essayé de faire avec le sommet de la Hulpe, par exemple, avant, c'est d'essayer de garantir qu'il y ait quelque chose qui se passe en matière sociale pour les années de la deuxième commission, pour
avoir ça à l'agenda. Et donc, de garder le social à l'agenda est déjà un élément extrêmement important parce qu'une fois qu'il est à l'agenda, il y a des accords, c'est comme le dialogue social. J'ai dit, il ne va pas très bien, mais il y a quand même une recommandation, une communication et un accord entre les partenaires sociaux. Donc, il y a un pacte qui devrait en découler, même si je pense qu'il devrait être plus ambitieux que ce qu'on entend jusqu'à présent. Mais c'est de l'avoir à l'agenda. Le deuxième élément, c'est d'avoir quelques mesures nouvelles, notamment ce que je viens sur les marchés publics, sur la question de l'information et consultation, qui devraient être des mesures clés en matière sociale. Et je pense que l'enjeu, mais il n'y a pas énormément dans ce domaine-là, c'est comment est-ce qu'on peut lier cet agenda social, quand vous regardez le socle, il y a quasi rien sur l'environnement, et tous les débats qui se passent sur la transition juste. Tout le monde dit on va avoir des politiques éco-sociales, mais pour le moment, c'est deux communautés au niveau européen qui ne se parlent pas beaucoup. Donc, je pense que si le nouveau plan peut rajouter une dimension verte à ce qui existe déjà, plus deux, trois mesures phares, on a déjà un programme qui pourrait être relativement intéressant. Le minima est qu'il y ait déjà quelque chose qui continue en matière sociale, parce que ça permet, quelle que soit la conjoncture politique, de garder le social à l'agenda. Merci beaucoup, Monsieur Pochet, pour toutes ces analyses et merci à vous d'avoir suivi notre requestion du jour. Le replay vous sera envoyé par email à la fin de la journée. Le prochain Aura Question aura lieu le mercredi 12 février. Nous aurons le plaisir d'accueillir Sophie Pornschlengel, directrice adjointe de Europe Jacques Delors à Bruxelles. Elle analysera l'impact des élections allemandes de fin février sur l'Union européenne. Encore merci, Monsieur Pochet, et merci à vous tous. Bon après-midi. Merci à vous. Merci de l'invitation.